Chers amis, bonjour et bienvenue dans Quelle semaine? Quelle sacrée semaine encore! Alors tout d'abord, tout a commencé par ce qui devient l'éternel problème des gens qui vont et qui viennent, et on est tous obligés d'aller et de venir, celui de l'essence. Ah non, 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 pas l'essence au sens d'essence sensitif. Parce que l'essence, on sait aujourd'hui qu'ils sont sans dessus-dessous, on s'y retrouve plus, on ne sait plus quel est le sens d'essence. Non, il s'agit de l'essence, ce qu'on met dans le moteur, le carburant. Voilà, l'essence, on le sait, aujourd'hui est devenue la principale source, si on peut employer cette expression, de dépenses et elle compte énormément dans le budget des Français. Le litre d'essence est très cher, voire l'un des plus chers d'Europe. Alors on sait, bon c'est répétitif que de le dire, que ce sont principalement les taxes d'État qui font que le litre d'essence est particulièrement cher. Pour remédier en cette période d'inflation, en cette période de difficultés dans tous les domaines, notre première ministre de la classe a eu une idée. Oui, parce que si on n'a pas de pétrole, si on a de l'essence très chère, on a des idées. Elle a décidé, notre pompe funèbre ministérielle, que pendant quelques mois, le carburant pourra être vendu à perte. À perte, oui, oui. Ah, c'est une idée géniale, hein. Sauf que la perte, rassurez-vous, elle est toujours pour quelqu'un, c'est le consommateur, hein. C'était en réalité un bel effet d'annonce, mais malheureusement mal préparé, mal organisé, un pur produit de la technocratie inventive. Sauf que, voilà, les grands distributeurs, c'est-à-dire les premiers concernés par la perte, n'avaient pas été consultés, n'étaient pas au courant qu'ils allaient devoir assumer pour le bien de la nation et surtout de la réputation du gouvernement cette perte. Alors Total Énergie, Carrefour, Leclerc, Intermarché, Système U, tous ces organismes généreux ont dit, nous, pas question que l'on travaille à perte, pas question que l'on vende de l'essence à perte. Ça représente quand même, ces organismes que je viens de citer, 60% des ventes de carburant en France. Bon, ils ont dit à la première ministre des pertes, non, pas question, on ne veut pas. Bon, il est clair que la solution a été absurde. La véritable source des économies, vous le savez, hein, je ne fais qu'enfoncer une porte ouverte, même s'il n'y a pas de porte, tout le monde le sait, ce sont les taxes qui font qu'on paie l'essence un prix fou et qu'on est vraiment revenu à l'époque de la taille et de la gabelle, parce qu'on est dans l'incapacité de travailler sereinement avec le prix de l'essence. Bon. Donc les grands distributeurs ont dit non. Mais Mme Borne, elle, veut continuer, elle va essayer quand même d'obtenir le moyen d'imposer pendant quelques mois cette perte sur la vente des produits de l'essence. Elle n'y arrivera probablement pas, parce que les distributeurs seront les plus forts. Mais, si on voulait vraiment faire des économies, n'y aurait-il pas quelque chose qu'on aurait pu faire à l'économie? Je vous pose la question. Alors bien sûr, vous allez me dire que je suis un démagogue, ce qui est vrai, parce que je suis comme tout le monde, hein, on fait tous dans la démagogie. C'est si joli, comme ça on plaît. Il vaut mieux être de gauche quand on est démagogue, parce qu'on est mieux entraîné. Mais je veux parler de la réception du roi Charles III à Versailles, où Macron, sans perruque, quoique, c'est un peu pris pour Louis XIV. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que chaque fois que la République veut recevoir, veut donner une impression historique, veut s'inscrire dans le temps, elle appelle le roi. Elle va dans les hauts lieux de la monarchie historique, la République à Versailles, pour accueillir un roi. Au demeurant, il n'y avait aucun Bourbon qui était là. Ah ben non, quand même, on ne va pas faire venir les anciens propriétaires. Mais c'est étonnant, hein. Stéphane Bern
être quelque part un peu content. Alors, entrons, si vous le voulez bien, dans la galerie des glaces où M. Macron et son épouse ont pu se mirer dans les miroirs de la galerie des glaces au lieu de la réflexion de l'ego des personnes. C'est normal entre nous qu'on reçoive un chef d'État. Je ne vais pas dire qu'il fallait le recevoir chez Maxime. Non, c'est bien qu'on le reçoive. Mais faut-il encore voir dans quelles conditions? D'abord, entre nous, et j'espère qu'on ne sera pas qu'entre nous, qu'il y aura beaucoup de monde à m'écouter, on aurait, avant de mettre de très belles nappes sur la longue table de Versailles, acheté un drapeau convenable pour l'installer sous l'Arc de Triomphe. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais regardez, le drapeau était un peu abîmé en lambeaux, et puis les traces de blessures qu'il portait, elles n'étaient pas glorieuses, elles n'étaient que le fait du désintérêt, de la négligence de l'administration. Alors, cette réception de Versailles, moi, elle m'a beaucoup intéressé. C'était un peu, je ne voudrais pas être méchant, enfin vous direz je le suis un peu naturellement, mais c'était un peu la fête des parvenus, la fête oui, la fête à neuneux des papillons, quoi. Voilà. Il y avait beaucoup de comédiens, beaucoup de chanteurs, beaucoup d'acteurs, beaucoup de gens du showbiz. Je ne comprends pas pourquoi Hugh Grant, vous savez, le héros du film 4 mariages et un enterrement, vous direz, il pourrait rajouter maintenant un dîner, était assis à la droite de la première dame. Bon, il est anglais, d'accord, mais est-ce qu'il est vraiment représentatif de ce qu'on aurait pu inviter ce jour-là? Moi, j'aurais aimé voir, par exemple, le héros de Notre-Dame, invité, l'aumônier des pompiers qui avait sauvé la couronne d'épines à Notre-Dame, des infirmières, des médecins, enfin des hommes et des femmes qui contribuent au bonheur de notre vie quotidienne. Non, là, c'était Charlotte Gainsbourg et puis d'autres personnages du monde du showbiz. Bon, voilà. Bon. Vous me direz, il y en a un qui n'ont pas invité. Ah ah, lequel? Réfléchissez. Ils n'ont pas invité Francis Weber. Et pourquoi? Parce que c'est l'auteur de la fameuse pièce, du fameux film Le Dîner de cons. Ils n'ont pas invité, ils ont eu peur que l'on fasse des réflexions, probablement. Il n'y avait pas Pignon non plus. Mais il y avait Pognon. Parce que cette fête, elle a coûté quand même un paquet d'argent. Un paquet d'argent. C'était un peu le grand restaurant, oui. Voilà. Alors on va faire un tour, si vous le permettez, puisqu'on a pu récupérer le menu. Alors homard bleu, comme le sang bleu des rois, tourteau de casier, volaille de Bresse au maïs, gratin de cèpe, fromage, ispahan, qui est le célèbre gâteau au macaron de Pierre Herme, et sorbet au litchi. Bon, ce n'était pas les restos du cœur. Alors quand on sait qu'il y a en France 15% de pauvres, qu'un Français sur 10 se prive de nourriture, que les bénéficiaires des restos du cœur sont de plus en plus nombreux, qu'il y a 4 millions de mal logés, que nos agriculteurs crèvent, enfin bon, je ne vais pas faire la litanie de toutes les misères qui frappent à la porte. Il y a quelque chose quand même d'un peu gênant dans cette cérémonie mondaine qui doit nous faire réfléchir sur ce qu'est la Macronie, une espèce de club med finalement, où même le roi devait être gêné de se retrouver comme cela au milieu du journal Gala. Bon, voilà, c'est pas comme ça que la République, même quand elle est chez les rois, doit recevoir un roi. Je vous le dis, il y avait tant de gens que j'aurais aimé inviter, moi. Oui, le héros des cathédrales, oui. L'aumônier des sapeurs-pompiers, des policiers héroïques qui auraient mérité d'être là. Et puis entre nous, on aurait pu faire payer aussi quelques-uns, un patron de presse notamment, et cet argent aurait pu être redonné. Voilà. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas, et le roi s'est amusé. Je ne parle pas de Charles, je parle de l'autre. Oh oui, et puis pendant qu'il y était, Macron, il aurait pu aussi inviter à Versailles quelques
quelques migrants, hein, pour faire bien, voilà, pour faire généreux, pour faire peuple. Vous me direz, les migrants, ils sont à Menton. Oh, il faut être honnête, pas tous, mais je trouve extraordinaire que le nom de la ville, qui va, la première, je crois, récupérer quelques clandestins, parce que moi je ne parle plus de migrants, je parle de clandestins, quelques clandestins de Lampedusa s'appellent Menton. Vous vous rendez compte? Le nom de la ville, Menton, alors qu'on n'arrête pas de nous mentir sur la réalité de l'arrivée des invasions de clandestins. On nous avait dit qu'il n'y aurait aucune possibilité d'accueil des clandestins de Lampedusa. C'est Darmanin le 18 septembre. Et pourtant, Nice Matin et BFM TV ont annoncé, je cite, excusez-moi de le lire, mais il faut être précis, la création d'un centre pour migrants sur la commune de Menton. Le préfet tout de suite a démenti tout en ne démentant pas, mais en démentant un peu. Il a parlé de locaux qui restent à définir. Menton. La ville de Menton, a confirmé l'existence d'une mise à disposition. Menton. Et pourtant, la direction de l'hôtel Ibis Budget, qui pour être à Menton ne ment pas, a dit qu'elle fait l'objet d'une réquisition de la préfecture le surlendemain de Lampedusa. Bel hôtel sur le front de mer. Le gérant de l'hôtel a déclaré loger et s'occuper de dizaines de migrants, ce n'est pas notre métier. Qui paye l'hôtel? Le budget du département des Alpes-Maritimes, bien sûr, c'est-à-dire vous. Depuis le début de l'année, il y a eu 5200 jeunes accueillis dans les Alpes-Maritimes. Menton. Voilà. Le président du conseil départemental, lui, n'a pas été Menton. Il a dit qu'il existe un lien avec le déferlement en cours sur l'île de Lampedusa. Arrêtons de mentir, même si on loge quelques clandestins à Menton. Les clandestins, l'Union européenne s'en occupe. Ursula von der Leyen, la voyageuse omnipotente, était à Lampedusa, ce qui en dit long du reste sur l'implication de l'Union européenne sur la question. Elle était en compagnie de Madame Meloni, qui semble bien désarmée malgré tous les engagements qu'elle avait pris et qui, au pied du mur, n'est pas capable de le construire. Alors Ursula, qui s'octroie tous les pouvoirs dans tous les domaines, comme si tout était compétence exclusive maintenant de l'Union européenne, a décrété un plan en 10 points. Alors, je ne vais pas vous les numérer, mais ça part de la surveillance aérienne jusqu'aux missions navales européennes, avec tentative d'obtenir des pays qui doivent récupérer les migrants, des mises en place de moyens pour les y contraindre, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, et puis bien sûr de l'argent pour la Tunisie, afin qu'elle retienne les migrants, les clandestins, dont on dit que cependant s'ils viennent on les accueille, alors qu'on paye pour ne pas les accueillir, comme ça a été le cas avec la Turquie. Elle veut une sensibilisation dans le but de dissuader les migrants. Ben oui, il faut arrêter d'accepter qu'on leur dise ce qui est la vérité au demeurant. Par exemple, que la France accueille les migrants, les loge, les nourrit, les soigne. Budget de l'aide médicale d'État, plus d'1 milliard d'euros. Bon, tout cela est dit partout en Afrique et dans les territoires subsahariens. Et c'est vrai, et c'est vrai. Bon. Et en même temps, plusieurs États européens ont réagi à la situation. Darmanin veut donner l'impression qu'il réagit. L'Allemagne, elle, donne l'impression qu'elle réagit. Mais il n'empêche que tout pays qui n'acceptera pas de prendre un clandestin devra payer 20 000 euros d'amende. Et qu'on a mis en place le moyen génial pour les pays d'accepter les migrants tout en donnant l'impression qu'ils ne veulent pas les accepter. Si on ne les prend pas, on paye. Voilà où est la perfidie du système. Finalement, mentons. Oui, ils mentent toujours. Ce sont des menteurs. Voilà, j'en ai fini avec cette semaine. Je suis de plus en plus exaspéré, énervé, et j'espère ne pas entrer en dépression métaphysique devant l'état délabré de ce monde. Bon courage, à la semaine prochaine, et ne vous laissez plus faire.